Bienvenue, chers téléspectateurs, à une nouvelle édition de votre émission hebdomadaire autour du monde, édition Europe. Et bien sûr, comme vous connaissez, cette édition jette la lumière sur les dernières évolutions et actualités qui ont pris place sur le vieux continent. Et bien sûr, le dossier syrien, mais aussi la crise de l'euro reste parmi les principaux titres de cette édition. Et nous allons commencer par la Syrie. En réaction de la guerre civile en Syrie, le député des Français de l'étranger Thierry Mariani UMP a estimé hier que la France était aux abonnés absents sur le dossier syrien. D'après lui, le président français François Hollande se limite aux déclarations compassionnelles. Le chef de file de la droite populaire, l'aile droite de l'UMP, a dit qu'il constatait que depuis quelques semaines, on se contentait de verser des larmes et d'appeler un cessez-le-feu, mais à part ça, la France était aux abonnés absents. D'après lui, si l'ex-président français Nicolas Sarkozy était aux affaires, il se déplacerait en ce moment pour aller convaincre les membres récalcitrants du Conseil de sécurité comme la Russie et la Chine. Il a appelé François Hollande à être plus actif sur le sujet, à ne pas être uniquement dans les déclarations compassionnelles, car les Syriens qui se faisaient massacrer attendaient autre chose. Toujours en ce qui concerne le dossier syrien, les Russes refusent toute nouvelle série adoptée contre le régime syrien. Plus de détails dans ce reportage signé Dalia Karam. La Russie a averti samedi qu'elle ne coopérerait pas à la mise en œuvre d'une nouvelle série de sanctions de l'Union européenne contre la Syrie et qu'elle n'accepterait aucune inspection de ses navires. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov a déclaré vendredi 27 juillet devant l'Assemblée générale des Nations unies que le renouvellement des propositions portant sur des sanctions contre le gouvernement syrien serait inadmissible pour Moscou. Samedi, c'est le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Alexandre Loukachevitch qui déclarait que la Russie n'avait pas l'intention de participer aux démarches visant à faire exécuter les décisions adoptées par l'Union européenne à l'encontre de la Syrie et qu'elle ne donnerait pas son accord pour l'inspection de navires naviguant sous pavillon russe. Lundi 23 juillet, le Conseil de l'Union européenne a approuvé un 17e train de sanctions visant le régime de Damas. Les pays européens se sont notamment engagés à inspecter les navires et les avions ayant pour destination la Syrie s'ils les soupçonnaient de transporter des armes ou des équipements destinés à la répression interne. La Russie avait condamné mercredi les nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne à la Syrie, les qualifiant de blocus aérien et maritime. La Russie est hostile aux sanctions unilatérales qu'elle juge contre-productives. Partenaire de longue date du régime syrien auquel elle livre des armes, elle a bloqué la semaine dernière pour la 3e fois une résolution occidentale au Conseil de sécurité de l'ONU menaçant Damas de sanctions. On passe à l'Ukraine où l'ex-première ministre ukrainienne emprisonnée Yulia Tymoshenko sera symboliquement en tête des listes de la principale alliance de l'opposition aux élections législatives du mois d'octobre, dont la campagne a été ouverte lundi 30 juillet. Cette alliance politique unit notamment le parti de Mme Tymoshenko, celui de l'ex-président du Parlement Arseny Lastyniuk. Ces législatives sont le premier grand scrutin testé depuis l'élection du président Viktor Yanukovych en 2010. Elles seront suivies de près par l'Occident, dont les relations avec le régime ukrainien se sont déjà crispées en raison des poursuites engagées contre des opposants tels Mme Tymoshenko, condamnée l'an passé à 7 ans de prison pour abus de pouvoir dans le cadre d'un contrat gazier avec la Russie. L'Union européenne et les États-Unis jugent cette affaire politique et réclament la libération de l'ex-première ministre qui souffre des hernies discales et a été transférée en mai dernier de sa prison dans une clinique publique à Kharkiv, dans l'est du pays. En Russie, l'opposant russe Alexei Navalny a été inculpé mardi 30 juillet d'abus de confiance, de détournement de biens à grande échelle dans une affaire remontant en 2009. C'est ce qu'elle est assigné aussi à résidence à Moscou. C'est ce qu'a annoncé la Commission fédérale d'investigation. Ce blogueur, pourfendeur de la corruption dans son pays, est poursuivi dans le cadre de l'affaire dite de Kirovl, une entreprise de production de bois située à Kirov, à près de 900 km à l'est de Moscou. Située
Selon les enquêteurs de la commission, Alexei Navalny a fait perdre à l'entreprise plus d'1 million de roubles d'avril à août 2009 lorsqu'il était conseiller du gouverneur de la région de Kirov. Ces accusations sont rejetées en bloc par l'opposant, orateur le plus efficace et le plus virulent parmi les dirigeants de l'opposition, connu aussi pour ses accents volontiers nationalistes. Alexei Navalny, 36 ans, encourt 10 ans de prison dans le cas où il sera coupable et sa culpabilité serait prouvée au tribunal. Et en Roumanie, le président roumain Traian Băsescu a pu s'échapper à la destitution. Le gouvernement de centre-gauche a accepté de sa part la nécessité d'avoir un seuil de participation de 50% plus une voix pour valider le référendum. Plus de détails dans ce commentaire de Dalia Karam. Le président roumain suspendu, Traian Băsescu, a affirmé dimanche avoir échappé à la destitution grâce à une forte abstention au référendum, tout en assurant comprendre la colère des millions de Roumains qui ont voté pour son départ. Après la clôture des bureaux de vote, M. Băsescu a déclaré depuis son siège de campagne que les Roumains avaient rejeté le coup d'État des 256 parlementaires conduits par le Premier ministre, le président intérimaire et les chefs de file de la coalition de centre-gauche au pouvoir à Bucarest. Il a en outre remercié ceux qui, surmontant leur colère, ont compris que le référendum ne portait pas sur Băsescu, mais sur l'Europe. Selon une estimation officielle donnée par le Bureau électoral central, le taux de participation était de 45,92%, ce qui ouvre la voie à l'invalidation du scrutin. La participation doit en effet être supérieure à 50% pour que la consultation soit invalidée par la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre social-démocrate Victor Ponta a estimé dans une déclaration au siège du gouvernement que quel que soit le taux de participation final, aucun homme politique ne peut ignorer la volonté de millions de votants mettant en doute la légitimité de son adversaire. Après 3 mois de cohabitation houleuse avec le gouvernement de centre-gauche, M. Băsescu a assuré que dès son retour au palais présidentiel, il s'attacherait à promouvoir la réconciliation. M. Băsescu a souligné qu'il faudrait combler la fracture au sein de la société parce que la Roumanie avait besoin de toute l'énergie pour réussir son intégration dans le monde civilisé. M. Băsescu, ancien capitaine de marine qui a déjà survécu à un référendum de destitution en 2007, a vu sa cote de popularité s'effondrer après une cure d'austérité draconienne administrée en 2010. Le président intérimaire de Roumanie, Crin Antonescu, a déclaré dimanche que sa majorité de centre-gauche respectera les décisions du Bureau électoral central et de la Cour constitutionnelle, appelé à valider ou non le référendum pour la destitution du chef de l'État suspendu, Traian Băsescu. L'Union européenne a pour sa part demandé à Bucarest de se conformer à toutes les décisions de la Cour constitutionnelle. Et l'Italie et le reste de l'Europe frappés par la crise de l'euro se rapprochent de la fin du tunnel. C'est ce qu'a déclaré mardi le chef du gouvernement italien Mario Monti, avant de partir pour une minime tournée européenne. D'après lui, les décisions que les Européens ont prises à 17 et à 27 lors du Conseil européen des 28 et 29 juin ont été très importantes. Et selon lui aussi, ils ont voyé les conséquences en termes de majeure disponibilité des institutions européennes ou des gouvernements à les mettre en œuvre. Il a insisté que la clé de la voûte de la sortie de crise devrait être la mise en œuvre dans son tardé des décisions prises à Bruxelles. Après un nouvel accès de fièvre sur les marchés en début de la semaine dernière, les tensions se sont calmées. Grâce aux espoirs d'action de la Banque centrale européenne BCE et des pays de la zone euro pour faire baisser le taux de l'Espagne et de l'Italie. Dans ce contexte, M. Mario Monti a entamé mardi une mini-tournée européenne à Paris où il doit rencontrer le président français François Hollande pour un déjeuner de travail. Il sera mercredi et jeudi matin en Finlande, toujours en jeudi. Il se rend en Espagne, pays au centre des inquiétudes où il rencontrera le chef du gouvernement Mariano Rajoy. Dans un communiqué commun publié à l'issue d'une rencontre à Sylt, une île allemande de la mer du Nord, le secrétaire américain au Trésor Timothy Geithner et le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble ont réitéré lundi 30 juillet leur confiance dans les efforts entrepris
par la zone euro pour se réformer. Lors de cette rencontre qui s'est tenue dans la résidence d'études du ministre allemand, M. Geithner et Schäuble ont réaffirmé l'importance d'une plus grande coopération et coordination internationale en vue d'assainir les finances publiques, de réduire les déséquilibres macroéconomiques et de restaurer la croissance. Ils ont en outre salué le succès continu du Portugal pour remplir les obligations qui lui ont été fixées, ainsi que les efforts de l'Irlande qui a placé avec succès des obligations à long terme. Jeudi dernier, l'Irlande a en effet levé 4,19 milliards d'euros à 5 et 8 ans lors de sa première mission à long terme depuis septembre 2010. La demande s'est révélée forte et signe de l'attractivité du pays aux yeux des investisseurs. Le taux de change de la zone euro s'est inscrit en juin à un nouveau niveau record à 11,2% et pourrait grimper jusqu'à 12% l'an prochain, compte tenu de la dégradation de la conjoncture. Selon l'Office européen de statistiques Eurostat, il s'est établi à 11,2% en juin, comme le mois précédent,